Et us tout le monde, c'est Ansei, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour parler ensemble donc de Dragon Ball Super et on va s'attarder sur l'épisode 80 les amis. Alors un épisode que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans son ensemble, déjà pour son côté dynamique, pour ses super combats qui sont mis en avant, et puis pour cette remise en avant, enfin cette préquelle à une grosse remise en avant de Sangohan. On va pas mal s'attarder sur ce sujet dans la vidéo, et aussi un épisode qui se permet en plus de commencer un petit peu à délier les millimélos de l'histoire, à nous révéler vraiment un petit peu le fond de l'histoire, vraiment le fondement de ce tournoi, donc c'était vraiment très appréciable. On commence à avoir quelques petites informations assez intéressantes, du coup on va aussi pas mal s'intéresser à ce sujet durant cette vidéo. Voilà, j'espère en tout cas que ça va vous plaire, c'est parti. Donc l'épisode 80 commence avec le combat entre Lavender et Gohan. Alors j'ai particulièrement aimé l'introduction de ce combat, il y avait pas mal de tension au début avant que le combat se lance. On voit tous les dieux de la destruction observer les deux combattants qui se font face au milieu du ring. On voit Gohan qui semble au début avoir une approche plutôt défensive. Il veut analyser le comportement de son adversaire puisqu'il ne peut pas sentir son ki, c'est l'une des caractéristiques des combattants de l'univers 9. Mais du coup, il va changer d'avis en écoutant les conseils de son paternel qui lui conseille de compter uniquement sur ses capacités, de faire confiance en son pouvoir et de foncer tête baissée. Et c'est ce que va faire Sangohan. Du coup, c'était plaisant de voir un Gohan qui a vraiment complètement confiance en ses capacités, en son pouvoir, en son potentiel, et qui va foncer comme ça directement sur son adversaire. Du coup, on a une introduction assez ouf, un début de combat très rapide, très ouf. Bon, Gohan va se faire prendre au piège, il va donc perdre l'usage de la vue. Du coup, on découvre un petit peu les capacités de Lavender. Comme son chara-design le laissait présager, c'est un personnage assez fourbe, assez vil, puisqu'il utilise du poison qui peut littéralement pourrir le corps de son adversaire, et Gohan va devoir faire face à cette caractéristique tout au long du combat, en plus en étant aveugle. Alors j'ai beaucoup aimé le fait que Gohan essaye de se concentrer au début pour ressentir un petit peu les mouvements de son adversaire, écouter les bruits environnants, tout ça, pour vraiment le localiser. Ça m'a beaucoup rappelé les premiers combats de Dragon Ball quand Goku était petit, où on avait beaucoup ce genre de mise en scène où le personnage comptait vraiment sur ses capacités, sur ses sens. Pour moi, quand je vois ça, ça m'a tout de suite fait penser à Piccolo et ses phases de méditation, ce genre de choses. On peut imaginer que Gohan a été initié à tout cela. Et j'aurais bien, dans une situation comme celle-là, j'aurais bien vu Piccolo justement réagir de la même manière. Donc c'était plaisant de ressentir finalement l'influence qu'avait Piccolo sur Gohan au travers de ce combat. Idem, on ressent énormément l'influence de Sangoku sur Sangohan, puisque dans son comportement tout au long du combat de Gohan, j'ai beaucoup retrouvé du Goku finalement, de son père, quand il refuse par exemple l'aide de Kaioshin, et il refuse de prendre un senzu pour se soigner justement du poison et retrouver la vue. Il refuse, il veut justement réussir à battre son adversaire uniquement grâce à ses capacités et prouver à tout le monde qu'il est capable de le faire sans l'aide de personne. Donc ça, c'est du Sangoku tout craché. Justement d'ailleurs, c'était très très plaisant de voir aussi dans le regard de son père toute la fierté qu'il pouvait avoir pour son fils. Tout au long du combat, on nous met beaucoup Goku aussi en avant, et on met beaucoup en avant sa confiance envers son fils. Donc ça, c'était quelque chose de très plaisant, et je trouve que ça amplifie en plus tout ce qu'on pouvait ressentir tout au long du combat. Donc du coup, un Gohan qui refuse les Zanzu. Alors d'ailleurs, on peut faire une petite parenthèse là-dessus, ça crée quand même une petite boutade, une petite bourde par rapport à l'épisode précédent où, rappelez-vous, Satan était blessé. On pouvait déjà s'interroger sur le fait que Kibito n'intervenait pas, ne semblait pas soigner Satan qui avait quand même perdu connaissance. Et là en plus on découvre que Kaioshin avait des senzu et n'en a pas proposé à Satan, tout le monde s'en foutait. On mettra ça sur le compte qu'il fallait motiver Boo et que c'était vraiment la bonne opportunité, je pense, pour énerver Boo et qu'il prenne son combat au sérieux. Mais quand même, moi ça m'a quand même fait sourire. Bref, on ferme cette parenthèse et on revient sur Gohan. Donc Gohan qui va se dépasser tout au long du combat, d'ailleurs combat qui était vraiment très très bien mis en scène. J'ai particulièrement aimé pour ma part tous les passages où Gohan contre son adversaire au début en étant aveugle. On dirait vraiment un véritable pilier face à son adversaire. Il ne bouge pas et il part tous les coups comme ça
Oh là là, c'était vraiment le gros kiff à regarder cette phase. Après, on a toute la phase avec le Super Saiyajin qui faisait vraiment, je trouve, écho à la saga Cell, enfin la saga Cyborg, quand Goku était atteint de sa maladie cardiaque, rappelez-vous, et qu'on nous expliquait que le Super Saiyajin accélérait le métabolisme et donc accélérait eh bien, la maladie de Goku, ce qui avait aggravé sa maladie. Et bien ici, on a un petit peu la même chose. Gohan est contaminé, le poison se répand dans son corps, et en utilisant le Super Saiyajin, c'est une arme à double tranchant, et donc le poison se répand encore plus vite dans son corps. Malgré cela, à un moment donné, il va perdre sa transformation, et il va quand même se retransformer en ayant totalement conscience de ce qu'il est en train de faire, puisque, rappelons-le, Gohan est quand même un personnage très intelligent. Il a très bien compris qu'en utilisant le Super Saiyajin, justement, il accélère le poison dans son corps, il accélère comment se répand ce poison, et pourtant il va le faire quand même, ce qui souligne encore une fois le courage et la détermination du personnage, et ça rendait la chose encore plus plaisante à regarder. Mention spéciale, j'ai adoré le passage, vraiment la conclusion finalement du combat, où on peut voir que Lavender essaye d'en finir et balance un énorme poison, un énorme nuage de poison sur Sangohan qui est déjà bel bien quand même contaminé. Il a plus de 80% de son corps qui est contaminé, il reste plus que son visage en fait qui en voit encore un peu sain. Et pourtant il va foncer dans le nuage, on voit Goku d'ailleurs qui sourit devant la détermination de son fils, et il va en finir finalement avec Lavender. Alors ça c'était vraiment un passage très agréable à regarder, et encore une fois bien une belle manière de mettre en scène toute cette détermination et cette volonté de se dépasser de Sangohan. Du coup à la fin on peut dire que Gohan a finalement gagné, mais vu qu'il s'écroule malheureusement ça va compter comme match nul. D'ailleurs la petite mise en scène à la fin où Gohan est debout comme ça et le visage un petit peu fier avec cette vue en contre-plongée, ça m'a beaucoup rappelé toutes les scènes où justement il perdait connaissance à la fin du combat contre Cell, où il disait je l'ai fait et il s'écroulait, ou ça rappelle aussi le film contre Bojack où il y avait exactement la même scène. C'était du Sangohan pour moi tout craché, c'était le petit clin d'œil. D'ailleurs en parlant de ça, je trouve que des clins d'œil il y en avait par-ci par-là, ils n'étaient pas trop abusifs et je trouve que c'était plutôt bien fait, puisqu'ici on a une belle remise en avant de Gohan, et comme je vous le disais souvent, je vous disais que s'il perdait c'était pas vraiment une fatalité, puisque ça soulignerait certainement le retour d'un Gohan vraiment en force. Et ici finalement c'était encore une meilleure chose que ça se finisse sur un match nul, c'est-à-dire que Gohan a fait des efforts, Gohan s'est dépassé, Gohan revient, mais il va falloir qu'il en fasse encore plus pour le tournoi du pouvoir. Du coup la deuxième partie de cette vidéo sera consacrée aux révélations qu'on a eues justement sur le tournoi du pouvoir, sur un petit peu les raisons de l'organisation de ce tournoi et pourquoi ce choix de vouloir détruire les univers perdants. Alors déjà, première grosse information, on apprend que Zeno, entre guillemets, avait classé les univers, donc il a fait un classement par rapport à leur qualité. Alors pas vraiment par rapport à leur puissance, même si ça a l'air d'être pris quand même un petit peu en compte, c'est vraiment la qualité de ces univers. Donc je sais pas comment dire ça, pour moi j'ai interprété ça comme pas forcément la qualité de vie, mais voilà quelque chose de vraiment la qualité d'un produit finalement. Moi j'ai vraiment interprété ça comme ça, donc voilà des univers qui sont vraiment de qualité, agréables, beaux, tout ça, qui sont parfaits, qui méritent de continuer, et d'autres univers qui sont pas terribles, ils sont pas vraiment d'une très bonne qualité. Un peu comme si vous alliez au resto, voilà, vous avez le resto 2 étoiles et vous avez le resto 5 étoiles. Voilà, moi j'ai interprété ça un petit peu comme ça, ils ont fait un classement comme ça, même si je doute pour moi que c'est Zeno qui ait fait ce classement. Franchement, quand j'entendais le grand prêtre parler, j'ai vraiment l'impression que c'est lui qui a fait ce classement. Pourquoi ? Parce que déjà, quand on voit tout au long du combat de Gohan, Zeno il connaît même pas le Super Saiyajin, alors que le grand prêtre lui, il me semble pas qu'il ait déjà vu, pourtant il a connaissance de cette transformation. Ce qui prouve encore une nouvelle fois que Zeno n'est pas omniscient et n'a pas connaissance de tout. Alors comment a-t-il classé des univers sans même avoir connaissance réellement de toutes les capacités de ses habitants, alors que ça a l'air d'être le cas du Grand Prêtre. Donc pour moi ce classement, vraiment j'ai plus le sentiment qu'il provient du Grand Prêtre et pas du tout de Zeno. Bref, on découvre quand même que sur ce classement, notre univers, donc l'univers 7, est vraiment très mal placé, puisqu'il est avant-dernier, il a un taux de qualité et de puissance de 3,8, je crois, un truc comme ça, et l'univers le plus mauvais est finalement celui-ci qu'on est en train d'affronter, c'est l'univers 9. Et donc il y a seulement 4 univers qui sont à un taux supérieur à 7 et qui donc du coup seront dispensés de tournoi. C'est l'univers 1, l'univers 12, l'univers 5 et l'univers 8. Ces 4 univers-là apparemment ont un taux de qualité supérieur à 7. Ça veut pas forcément dire que c'est dans ces univers-là qu'il y a les meilleurs combattants, mais je pense quand même qu'il doit y avoir de sacrées pépites. Après ça dépend comment il a fait son classement, si c'est réellement que sur leur puissance ou que aussi sur la qualité, comment est foutu et comment est géré cet univers. Bref,
On comprend que c'est un petit peu le gratin, quoi. Alors que les autres univers sont pas terribles et du coup, eh bien, Zeno, trouvant qu'il y avait beaucoup trop d'univers pour organiser un tournoi, avait prévu de détruire ces univers-là. Mais quand Sangoku est venu une nouvelle fois faire une demande auprès de Zeno et cette requête de vouloir organiser un tournoi entre les univers, eh bien, il a trouvé que c'était une bonne occasion d'organiser ce tournoi entre finalement tous les univers qu'il avait prévu de détruire pour qu'il y en ait au moins un qui survive et puis tous les autres, eh bien, n'auront qu'à disparaître. Et donc, on découvre, c'est ça pour moi la plus grosse révélation, que en fait, ces univers-là étaient condamnés. Ce qui veut dire que notre univers 7, qui était l'avant-dernier, lui était bel et bien aussi condamné et allait disparaître. Et finalement, moi, ce que je trouve qui est vraiment très bien fait ici et qui m'a vraiment fait sourire, c'est que moi, le premier, je disais, oh là là, Goku, il nous a mis dans une merde monstre, il a fait l'égoïste et tout ça. Ça reste le cas, il a quand même fait l'égoïste, il a choisi d'organiser ce tournoi en sachant que c'était quand même un gros risque pour eux, et on se disait, voilà, Zeno, du coup, il a décidé de détruire les univers, tout ça, et finalement, on découvre qu'en fait, il avait prévu de les détruire à la base, et qu'au final, grâce à Goku, eh bien, les univers ont une chance qu'au moins il y en ait un parmi eux qui s'en sorte. Donc, du coup, je trouve ça plutôt marrant puisque la balance s'inverse et la limite, on pourrait dire merci Goku parce que sans lui, finalement, eh bien, l'univers aurait été détruit et sans aucune chance de pouvoir contrer ça. Donc ici, on se dit, ah, au moins, s'il y a au moins un univers qui gagne, eh bien, il pourra au moins survivre. C'était intéressant aussi d'avoir la réaction des dieux quand ils apprennent que leur destin est lié à leur univers et que si ce dernier est détruit, eh bien, ils seront détruits aussi. J'ai ensuite beaucoup aimé la conclusion de l'épisode quand Gohan tape dans le poing de son père et lui passe en quelque sorte le flambeau et que Goku s'apprête à faire face à son adversaire qui arrive sur le ring, donc Bergamo, ce personnage qui dégage pas mal de charisme, j'aime beaucoup le chara-design du personnage et j'attends beaucoup de l'épisode 81, j'ai hâte de voir le combat entre ces deux personnages. Du coup, on va se laisser ici eh bien, pour cette vidéo discussion-analyse de l'épisode 80. J'ai hâte d'avoir votre opinion sur l'épisode. Et pour ceux qui s'intéressent à la partie preview et au spoil, on se retrouvera pour une autre vidéo qui normalement devrait sortir en même temps que celle-ci. Donc je vous invite eh bien, à aller la regarder si cela toutefois vous intéresse. Sinon, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la prochaine. Tchuss.